Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, le portrait d'une ado et de ses parents, une ado de fiction. Isor, elle est le personnage principal d'un des romans événements de la rentrée littéraire, La colère et l'envie. Il est signé Alice Renard, elle est l'invitée du Grand Oral. L'Anti-Sèche de Cécile Fournier. L'Anti-Sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes actualité, anniversaire et programme de lettres. Lui aussi a écrit sur des enfants et des parents terribles. Jean Cocteau est mort, c'était il y a 60 ans tout juste. L'heure de la récré, toujours avec Cécile, toujours des filles, la fille même, celle que les Nations Unies célèbrent chaque 11 octobre. Et oui, il y a une journée internationale de la fille. Rendez-vous enfin avec le conseil de famille de Candice Anzel. On ne parlera pas envie, mais seulement colère. Que faire face à celle de vos enfants? Candice vous partagera ses bons trucs. La quotidienne de School TV, c'est maintenant. C'est parti, Grand Oral. Croyez-moi, vous ne l'oublierez pas, Isor, si vous lisez La colère et l'envie, le premier roman d'Alice Renard. C'est un des événements de la rentrée littéraire et Isor, c'est le personnage principal du livre, une ado qui souffre d'un mal non identifié qui affecte son rapport au langage. Et si vous ne l'oublierez pas, c'est à la fois parce que l'histoire est forte, saisissante, mais aussi parce que l'autrice dote son personnage d'une langue à nul autre pareil, avec une virtuosité stylistique absolument remarquable. Alice Renard, bonjour. Bonjour. Je me suis lâché, j'ai aimé le bouquin, j'ai aimé votre écriture, je le dis comme ça, c'est fait. On commence avec Isor. D'où vient ce prénom déjà ? On me le demande beaucoup. Ben voilà, je suis désolé, la question est quelque... C'est pas vrai. Je n'en ai aucune idée. Le personnage d'Isor, il m'est apparu comme si c'était quelqu'un que je connaissais, que je voyais sous mes yeux, et son nom m'est apparu en même temps. Je voulais que ça se termine en or pour qu'il y ait une sonorité un peu émaillée de quelque chose d'ancien, comme un bas-relief doré, quelque chose. Mais donc Isor, ça m'est venu spontanément. Ça vous est venu spontanément. Alors c'est marrant parce que moi je pensais au Moyen-Âge, parce qu'en plus vous mettez une citation de Chrétien de Troyes en ouverture. Je trouvais que ça sonnait un peu comme ça et je sais que c'est une de vos passions, le Moyen-Âge par ailleurs. Oui, j'ai étudié avec passion la littérature du Moyen-Âge pendant 2 ans. Isor donc, elle est frappée, je vous cite, d'une sorte de débilité sur laquelle jamais personne n'osa réellement poser de nom. Oui, ça c'est le début du roman, c'est une des premières phrases qui m'est venue sur elle. En fait, Isor est tout le temps dans une ambivalence, on n'arrive pas à savoir si elle a une forme de génie, qu'elle arrive à prédire les choses, qu'elle a un immense savoir sur la vie, ou si au contraire elle est complètement idiote. Et donc ce qui est difficile ses pour parents d'ailleurs s'opposent sur le sujet. Oui. Vous faites quand même, c'est assez drôle par moment au début en tout cas, il y a le florilège des diagnostics, ça se passe sur page 34, je ne vais pas tous les lire, mais elle a consulté un psychologue qui dit « j'ai un ami qui fait actuellement un film sur les enfants sauvages », vous savez, comme celui de Truffaut, est-ce que vous accepterez qu'on filme votre fille? Ensuite on a un gastro-entérologue qui dit « c'est parce qu'elle digère mal le lait », etc. Vous en riez, vous jonglez aussi de cette tendance qu'on a dans la société à vouloir mettre des noms de maladies sur tous les problèmes des ados? Oui, disons, Isor, on pourrait dire qu'elle rentre dans plein de cases, mais aussi dans aucune. On pourrait dire qu'elle est autiste, on pourrait dire qu'elle est hypersensible, on pourrait dire qu'elle est surdouée. Et il y a des gens qui sont autistes, surdoués, etc., qui peuvent se reconnaître dans le personnage d'Isor, et c'est très bien. Mais aussi, Isor, elle transcende un peu toutes ces catégories. Voilà, pour présenter juste un être au monde différent et une magie différente, une alchimie différente. Effectivement, moi j'ai pensé beaucoup à l'autisme par moments, notamment quand vous racontez les difficultés à dormir, il y a des matelas partout, on sait que c'est des moments très très difficiles, l'endormissement chez eux, mais vous brouillez les pistes et effectivement ça nous renvoie... Alors moi je trouvais que ça renvoyait beaucoup à l'adolescence quand même, à ce moment où on essaye d'être au monde, on change de langue aussi, on change de façon de s'exprimer, et il y a souvent ce problème d'incommunicabilité avec le monde adulte. Oui, le problème de la famille d'Isor, c'est qu'il y a beaucoup d'amour, ses parents l'aiment, Isor aime ses parents, mais ils n'arrivent pas à communiquer quoi que ce soit, à ce que même cette affection, elle se communique, elle passe de l'un à l'autre, comme si tout était obstrué et bloqué. Cet amour des parents qui est assez exceptionnel, la maman pense, la mère d'ailleurs, je ne vais pas dire la maman parce que ça infantilise la chose, vous vous dites mère, père, la mère pense qu'Isor comprend l'essentiel. Oui. Mais donc voilà, soit c'est la débilité, soit c'est que Isor, elle a des idées très très claires en fait sur les sentiments humains, sur les choses importantes. Elle refuse toutes les activités conventionnelles, peut-être un peu comme ce que pensait Pascal, qui disait que c'était des distractions. En fait, le fait de... Sauf qu'elle y accède toute petite, quoi. Oui. À cette compréhension-là. Et à cette compréhension. Oui. Ouais. Bah, peut-être que pour elle, voilà, étudier les mathématiques, c'est un divertissement. Peut-être qu'elle, ce qui l'intéresse, c'est de se confronter à des vérités humaines fondamentales et que c'est ça sa manière de s'occuper.
Une façon de résumer le fil ou l'arc narratif, c'est de dire que le roman raconte l'accession d'Isor au langage quand elle rencontre l'amour, finalement. Il y a ça aussi. Oui. Donc dès le début, il y a cet amour des parents, mais qui donne lieu à aucune communication. Et puis ensuite, il y a l'amour d'un voisin, d'un vieux monsieur, Lucien, avec lequel Isor a une relation fusionnelle très forte. Et là, c'est enfin un amour qui va être déchargé de toutes les attentes que les parents projettent sur elle, qui va permettre effectivement une communication, parce que ça va être une communication qui se fait hors des normes, hors des cadres, par des gestes, par des jeux. Voilà. On précise tout de suite, parce qu'il est très âgé, hein, Lucien, que c'est comme au Moyen-Âge, c'est de l'amour courtois, c'est pas une rencontre physique. En tout cas, c'est pas dit. Oui. Non, c'est pas dit. Il y a de la tendresse, il y a des caresses, des câlins, mais voilà, chacun peut y voir ce qu'il veut, mais il n'y a pas de scène de sexualité dans le livre. Qui n'est même pas, oui, il n'y a pas de scène, il n'y a pas de sous-entendu là-dessus. Vous avez dit qu'il y avait quelque chose de Perceval, le héros du Comte de Grade, justement, de Chrétien de Troyes, qui ignore tous des codes de sociabilité, que Isor est une version médiévale de Perceval. Et je me suis beaucoup interrogée sur ce que Isor aurait été à chaque époque. En fait, Isor, il y a très longtemps, elle était sûrement une prêtresse dans un temple, une personne qui était connectée au divin, à l'invisible, qui pouvait prédire les choses, donner des conseils. Qui, au besoin, comme la Pythie, disait des choses à peu près inintelligibles d'ailleurs, et que les gens devaient interpréter. Mais d'une grande sagesse. Et au Moyen-Âge, j'ai l'impression qu'elle aurait été Perceval, ce héros qui part à l'aventure, qui est appelé par un immense destin, mais qui en même temps est dépourvu de toute connaissance concrète, il ne sait pas comment s'adresser aux gens. Et pourtant, il a un vrai désir de partir à cheval et de découvrir le monde. Et aujourd'hui, Isor, sa place dans notre société, ça peut être que celle... elle passe par les mains de l'hôpital. On se demande si elle n'est pas malade, alors qu'en fait, c'est un personnage magique, un personnage sacré. Et on a du mal aujourd'hui à lui donner une place. Voilà. Et à lui donner une place. La colère et l'envie, premier roman d'une vieille enfant lyrique de 21 ans. C'est pas de moi, c'est de Juliette Enorme dans Le Monde. Elle vous a appelé comme ça. On retrouve Alice Renard juste après l'Anti-Sèche. Cécile, bonjour. Bonjour. L'Anti-Sèche, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Souvent, ce sont des actualités anniversaires. Il y a 60 ans, tout juste, disparaît un des plus grands écrivains du XXe siècle. Je veux parler de Jean Cocteau. Les enfants terribles, les parents terribles, c'est pas sans lien avec tout à fait. notre sujet du jour. Donc c'est donc à 11 octobre 1963, vous l'avez dit, qu'il disparaît. Et l'histoire veut qu'il soit mort en apprenant le décès de son amie Édith Piaf. Et il aurait eu, suite à cette annonce, il aurait eu une crise d'étouffement et voilà, qui aurait provoqué ensuite une crise cardiaque. En fait, son compagnon de l'époque, l'acteur Jean Marais, qui a dit non, en fait non, il est mort d'un œdème du poumon. Mais on aime bien les légendes aussi. Jean Marais, qui n'était pas seulement son compagnon, qui était une véritable muse pour Cocteau. Ah oui, Jean Marais, ils se rencontrent en 1937 parce que Jean Cocteau met en scène Oedipe Roi de Sophocle et il rencontre l'acteur Jean Marais qui à l'époque, il a 24 ans, Cocteau en a 48, c'est le coup de foudre. Et même, ce qui est assez étonnant, c'est que Cocteau dira que Jean Marais ressemblait à l'Éphèbe qu'il ne cessait de dessiner auparavant et il dira cette phrase absolument très jolie: je ne l'ai pas connu, je l'ai reconnu. Vraiment, ça c'est beau. Et on peut parler de muse en effet, parce que l'année de leur rencontre, il va écrire, vous l'avez dit tout à l'heure, Les parents terribles qu'il écrira en 8 jours. Et puis pendant leur relation, il écrira aussi Monstre sacré, La Belle et la Bête et L'Éternel Retour. Leur histoire d'amour s'achèvera avec la mort de l'écrivain. Ça, c'est pour les œuvres qu'il a écrites après. Il écrivait bien avant sa rencontre avec Marais. Il a 48 ans à ce moment-là. Il est connu, il est très connu. Il a commencé jeune même, ce fils d'avocat. Il publie son premier recueil de poèmes à compte d'auteur, La Lampe d'Aladin en 1909. À 20 ans, c'est ainsi qu'il se fait connaître des cercles littéraires. On va le surnommer le Prince frivole, un surnom qui va lui rester. Puis on va faire un petit bond dans le temps, parce qu'il en a écrit beaucoup. En 1929, il écrit Les enfants terribles en une dizaine de jours, alors qu'il est hospitalisé en cure de désintoxication parce qu'il est addict à l'opium, ce cher Jean Cocteau. 3 ans plus tard, en 1932, il écrit sa première pièce de théâtre, La Machine infernale, qui est étudiée au lycée, qui sera jouée en 1934 et il sera reconnu par ses pairs puisqu'il est élu à l'Académie française en 1955. Vous avez cité La Belle et la Bête, il n'écrit pas seulement des romans ou des pièces de théâtre, il est aussi scénariste, dialoguiste de films. Et réalisateur. Et justement, oui, c'est ce que vous dites. Il réalise en 1946 La Belle et la Bête avec Jean Marais.
Avec Grand Prix. Énorme succès, il faut le dire. Je vous conseille d'aller voir ce film d'ailleurs. Il est classé 16e du box-office avec 3,8 millions d'entrées. Après, il réalise L'Aigle à deux têtes, Orphée, le Testament d'Orphée. Et il est même 2 fois président du jury du Festival de Cannes en 53 et 54. Donc là aussi, c'est une belle reconnaissance du milieu du cinéma, quelque part. Et le dessin aussi, vous l'avez dit, il dessinait un personnage dans lequel il va reconnaître Jean Marais quand il le rencontre, mais les dessins de Cocteau sont très connus. Oui, très connu. Il fait de la céramique aussi, puis on lui doit même un timbre-poste, c'est pour dire. Et donc 10 octobre 1963. Le décès. Le décès, il décède en étant reconnu dans plusieurs domaines artistiques, ce qui est assez fort, et puis surtout en ayant vécu son homosexualité plus ou moins au grand jour. Et je vous rappelle qu'on est dans la première partie du XXe siècle, donc c'est pas évident. C'est pas évident. Il est enterré dans la chapelle Saint-Blaise des Simples à Milly-la-Forêt dans l'Essonne. Une épitaphe est écrite sur sa tombe: je reste avec vous. Et cette maison à Milly-la-Forêt où il a vécu à partir de 47 avec Jean-Marie, on peut la visiter? On peut la visiter. Alors, elle est transformée en musée depuis 2010. Alors on peut la visiter jusqu'au fin octobre. Donc là, il faut se dépêcher. C'est ouvert de mai à octobre et c'est ouvert tous les jeudis, vendredis, samedis et dimanches sur réservation. Et oui. Sur maisonjeancocteau.com. Mais voilà. Mais génial. Merci. Vous aimez Cocteau? Oui, beaucoup. J'ai vu et revu Sa Belle et la Bête quand j'étais petite en noir et blanc. J'adorais. Et j'aime passionnément Les Enfants terribles. Et oui, c'est un texte absolument extraordinaire. Alors moi, j'avais une tendance pour Les Parents terribles. Mais les deux se répondent d'ailleurs. Alice Renard, qu'on retrouve tout de suite dans le Grand Oral. Cécile, qu'on retrouvera dans la récré dans quelques minutes. Grand Oral. Et Alice Renard est invitée pour La colère et l'envie qui vient de sortir. C'est aux éditions Héloïse d'Ormesson qui a eu le prix littéraire de la vocation il y a une quinzaine de jours en fait. Oui. Ça vient de vous être décerné, c'est bien mérité, avec au cœur ce très beau personnage d'Isor, une adolescente emmurée dans un silence qui pour moi renvoie à tous les silences des ados. Vous avez dit dans cet entretien au Monde dont je citais un extrait tout à l'heure, c'est une version de moi poussée à l'extrême, une sorte de catharsis. Qu'est-ce qu'elle a de vous, Isor? Déjà sa colère et son envie, comme dans le titre. Moi, j'ai jamais connu de phase de mutisme comme Isor, mais il y a eu beaucoup d'incompréhension sur qui j'étais. Avec mes parents, ça s'est très bien passé, mais c'était plutôt à l'école, avec d'autres personnes de mon entourage, le reste de ma famille plus éloignée parfois. Parce que à cause de... Donc, moi, j'ai été diagnostiquée surdouée. C'est le mot que j'utilise pour parler de moi. C'est un caractère où on est sensible à beaucoup de choses qui peuvent susciter plein d'émotions très très vives, mais aussi une grande curiosité. Donc il y a une alternance entre des moments où on a des discussions presque d'adulte à adulte avec des gens et des moments où on se roule par terre en pleurant parce qu'on est frustré par quelque chose. Exactement. C'est ça. Voilà. Et on est les deux à la fois et c'est difficile à... Oui, et on nous demande de choisir alors qu'on a envie de pouvoir être tout ce spectre-là. Vous rencontrez très vite l'écriture, parce qu'on dit premier roman, j'allais dire c'est bien gentil, mais en fait vous écrivez depuis super longtemps. Oui, depuis 7 ans. Enfin, super longtemps, 7 ans, eu égard à votre âge. Vous avez toujours 21 ou vous êtes passé à 22? Non, j'ai toujours... Toujours 21, bon, voilà. Il y a 14 ans, vous avez commencé à écrire. Oui, quand j'étais au lycée. C'est une époque où j'avais l'impression que toutes les possibilités étaient devant moi sur ce que j'allais pouvoir faire plus tard. Et quand j'ai commencé à écrire, j'ai compris que c'était là que je voulais focaliser ma sensibilité et que mes capacités, je voulais toutes les pousser vers l'écriture. Et comment, alors, vos parents, mais aussi vos proches, vos profs, etc., vous regardent quand vous leur dites que vous écrivez, si tant est que vous le leur disiez d'ailleurs? Il y a des profs qui m'ont soutenue, mais une réponse qui vient souvent, c'est être écrivain, c'est pas un métier, et il faut un autre métier pour pouvoir s'acheter des pâtes et faire bouillir la marmite. Le père qui sommeille en moi vous dirait la même chose, je vous signale. Voilà, donc je pense que pour toutes les personnes qui veulent être des artistes, c'est un combat contre tout le monde pour prouver que c'est une activité qu'on peut faire à plein temps et faire que ça. Voilà. Vous faites des études de lettres après le baccalauréat. Oui. Et vous dites que vous vous éloignez à un moment donné de l'étude de la littérature classique et contemporaine pour aller vers le Moyen-Âge, parce que vous n'avez pas envie d'être influencé trop, justement vous dans votre écriture. Vous n'avez pas envie de désosser trop les trucs des autres pour trouver votre voie VOIX et pas seulement VOIE. Oui. Et aussi parce que la littérature du Moyen-Âge, elle porte une poésie très particulière qui est dans la structure des événements racontés. Les événements sont très très symboliques
Et c'est vraiment dans l'événement même, et pas tant dans les mots aussi, mais moins, que pour moi, il y a la vraie poésie des textes médiévaux. Et ça, je trouve ça très important quand on est jeune et qu'on essaie de construire sa vie, de comprendre que si on veut amener de la poésie dans sa vie, on peut l'amener pas seulement en lisant des livres, en écrivant, mais en construisant des événements qui soient profonds et poétiques. Voilà. Comment vous faites bouillir la marmite alors aujourd'hui, si c'est pas seulement si l'écrivain n'est pas un vrai métier? J'ai la chance d'avoir rencontré quelqu'un qui fait de la permaculture. Donc c'est un mode de vie qui est très doux, très calme et où on essaie d'être en autosuffisance et où il y a beaucoup de temps pour écrire. Donc voilà, c'est essayer d'investir sa créativité aussi dans la manière dont on vit et réinventer un quotidien un peu hors des normes du travail, métro, boulot, dodo. Voilà. Donc permaculture, écriture, oui, ça résume votre journée. Exactement. Alice Renard, La colère et l'envie, on vous retrouve si vous voulez bien juste après la récré. Cécile, rebonjour. Rebonjour. J'ai découvert, j'avoue que je l'ignorais, qu'il existe une journée internationale de la fille. Je suis allé vérifier, je me suis dit c'est une drôle de formulation, mais oui, voulu penser par les Nations Unies. Et à cette occasion, vous allez nous parler pendant cette récré des inégalités subies par les filles, notamment dans la cour de récréation. Mais ouais. Faut-il le rappeler? Mais ouais. Juste, cette journée lancée par les Nations Unies a pour but d'améliorer les perspectives d'avenir des filles et de sensibiliser aux inégalités que certaines d'entre elles subissent dans le monde. Et donc, les inégalités, vous l'avez dit, c'est aussi dans les cours d'école. La 4e consultation nationale des 6-18 ans consacrée à l'inégalité entre filles et garçons, menée par l'UNICEF. Alors, en 2018, les chiffres ne sont pas tout à fait récents, mais c'est les derniers, a soulevé des points importants. 45% des filles considèrent qu'elles ont moins de droits que les garçons, contre 30% de garçons, dans la cour, évidemment. Dans la cour de récré, oui. Selon l'étude toujours, si la cour de récréation reste un espace difficile à partager, c'est parce que la priorité est le plus souvent donnée aux jeux de garçons. Et c'est très vrai, on avait fait une émission là-dessus avec Edith Marouet-Jolz, qui étudie ce qui se passe dans les cours de récré. Oui, c'est genré. Elle travaille sur cette question, notamment avec son livre Faire jeu égal aux éditions Double Ponctuation, et elle dit notamment la mixité et l'exception, l'organisation très répandue des cours avec un terrain de foot contribue grandement à cette ségrégation. Les garçons occupent une place centrale, alors que les filles sont reléguées au coin. Elles sont invisibilisées, même si elles sont nombreuses, on ne les voit pas. Dans les cours, si les règles ne sont pas instaurées, 20% des garçons occupent 80% de la surface en s'appropriant l'espace central pour jouer au foot. Bon, alors ça exclut aussi les garçons qui ne jouent pas. C'est ce qu'elle raconte aussi, absolument. C'est pas les garçons, mais c'est le foot, c'est les centrales. Qui sont envoyés une part de fini. Je vous ai privé d'un chiffre qui est quand même très important sur les insultes et le harcèlement. Oui, une fille sur 10 déclare avoir subi une forme d'insulte ou de harcèlement dans l'espace public. En réponse, elle reste davantage confinée dans l'espace domestique ou dans les lieux où elle se sent en sécurité, donc laissant l'espace public aux garçons. Un peu d'espoir quand même. Il y a des actions qui sont entreprises pour essayer d'éviter, de lutter contre ces inégalités. De plus en plus, il y a des cours dégenrés, donc notamment à Grenoble. Par exemple, le bitume a été supprimé du groupe élémentaire Clémenceau par des pelouses, des prairies, des potagers, du sable et 36 nouveaux arbres. Les enfants ont été inclus dans le projet. On leur a demandé ce que serait leur cours idéal. Certains ont parlé de faire des cabanes, mais c'était un peu trop dangereux. Donc du coup, ils ont essayé de trouver une autre idée pour avoir cette idée de cacher, d'isoler. Ils ont mis des bancs autour des arbres. Il y a aussi à Trappes, Lyon, Rennes ou bien encore au Lilas en Seine-Saint-Denis. C'est justement, c'est Edith Marouet-Jolz qui est derrière tout ça, évidemment. Oui, c'est Madame Féminisation, pour dégenrer les cours de récré. Qui a accompagné ce projet qui est à l'école Paul Janvin, pris en 3 zones. Une zone de jeu collectif, une zone intermédiaire, donc jeu de quilles, de raquettes, etc. Et une zone calme. Et elle explique que les espaces ne sont pas cloisonnés, ils sont perméables les uns aux autres. Quand le ballon va dans les espaces intermédiaires, le jeu s'arrête. Avant, c'était compliqué d'imposer des limites au foot. Merci beaucoup, Cécile, pour toutes ces précisions sur les cours dégenrés en cette journée internationale de la fille. L'occasion de rappeler aussi qu'en 2021, selon la Banque mondiale, cette fois 132 millions de filles âgées de 6 à 17 ans n'allaient pas à l'école et ça n'a pas dû s'améliorer depuis, vu les événements géopolitiques qui sont survenus aussi bien en Afrique, en Ukraine, le Haut-Karabakh récemment. Tout ça ne fait pas du bien à la scolarisation en général et à la situation des filles en particulier. Tout à fait. Voilà, c'est dit. Cécile, merci. Grand oral, Alice Renard. Vous l'aurez compris, dans La colère et l'envie, il y a évidemment Isor, mais il y a aussi les co-narrateurs de l'histoire, même ceux qu'on entend le plus au début, les parents, le père et la mère. Moi, ce qui m'a frappé quand j'ai commencé à vous lire, c'est que très tôt, page 11, ça vient, la mère dit à Isor « Tétresse » et le père dit « Ses larmes ». Et donc, dès le début, on sent qu'il y a 2 regards, alors convergents, on le verra, au fond, ça converge, mais quand même 2 regards très divergents sur Isor. Oui, donc là, la mère, elle s'adresse directement à Isor, Tétresse, en essayant vraiment... La mère, elle est tout le temps en train d'essayer de créer un lien avec sa fille. Et le père, avec plus de distance, avec ce pronom possessif à la 3e personne, ses larmes. Et lui, il pointe ce qui, chez sa fille, est effrayant,
en parlant de ses larmes, qui pour lui ont une immense détresse, comme si Isor pleurait tout le temps pour des sortes de deuil, tellement c'était immense le désespoir qu'elle avait, alors que la mère brosse au début un portrait d'une jeune fille qui est touchante, voilà, qui fait des cabrioles et qui est mignonne. Quand Isor parle enfin, elle parle d'une langue que vous avez inventée, qui est d'une, je ne sais pas comment la qualifier, enfin d'une poésie tout à fait remarquable. C'est très étonnant comme langage. Comment l'avez-vous forgée, cette langue ? J'ai eu deux principales sources d'inspiration. Il y a eu d'abord mes études et l'ancien français. C'est ça, on retrouve des trucs. Oui, quand on lit de l'ancien français, en fait, au niveau de la grammaire, etc., des lettres d'Isor, il n'y a pas de lien. Mais quand on lit de l'ancien français, pour le lire, quand on n'a pas étudié la langue, on doit faire appel à une sorte d'instinct, à des systèmes neuronaux un peu particuliers, vraiment instinctifs, parce que c'est une langue qu'on a l'impression de porter en nous depuis très longtemps et qu'on s'en souvient. C'est un sentiment très particulier d'une familière étrangeté. C'est une formule de Michel Zinc. Et je voulais qu'il y ait cette impression-là quand on lit les lettres d'Isor, qu'il y a une familière étrangeté. Et c'est ça, ouais, voilà. Parce qu'on comprend tout, oui. Mais il faut s'abandonner un peu. Oui. Pour comprendre d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il faut accepter de lire, d'entendre la petite voix qu'on a dans la tête, ou de le lire à haute voix d'ailleurs, oui. et on comprend ce qu'elle veut dire. Alors ça, c'est la première influence. Oui. Et la deuxième, c'est un réfugié auquel j'ai donné des cours de français. Et, qui venait d'où ? Qui vient du Soudan. Qui est une personne très courageuse que je salue, qui s'appelle Jalal, qui avait une manière de parler le français avant qu'on commence les cours ensemble, qui était comme s'il bougeait la langue, il bougeait les structures des mots, de la syntaxe. Et en fait, ça faisait un français qui était extrêmement expressif et poétique. Et c'est aussi un hommage à Isor qui n'est pas allé à l'école et qui s'approprie les mots pour donner une immense vitalité. Parce qu'en fait, les structures figées qu'on utilise, c'est comme si elles étaient comme un galet érodé par la mer et qu'elles avaient moins de puissance. Et dès qu'on arrive à briser ça, c'est comme une capsule d'énergie qui se libère. Ça donne plutôt du silex. Ouais, c'est ça. On frotte, c'est ce que file votre métaphore minérale. Oui. Elle parle quand on ne le lui demande plus, parce qu'en fait, Lucien, ce vieux monsieur qu'elle rencontre à un moment, qui est un voisin en fait, oui. Il lui demande rien. Et là, ça commence à sortir. Oui. Il y a cette opposition entre les parents qui sont en immense demande de connaître leur fille, de la comprendre, de l'aider. Et en fait, cette demande, ça fait peser quelque chose de très lourd sur Isor. Alors que Lucien, qui était photographe, pour lui, il y a un rapport qui est beaucoup plus dépourvu de toute préconception. Pour moi, le métier de photographe, c'est vraiment ça, c'est acquiescer, photographier, dire oui. Il y a une phrase de Henri Cartier-Bresson qui dit « Prendre une photo, c'est comme dire oui, oui, oui ». Donc c'est acquiescer, il se passe ça, Isor, elle est comme ça, j'accepte. Et du coup, ça permet... Il accepte, il ne demande rien. Exactement. Et elle trouve à ce moment-là l'espace de sa propre parole, l'espace de son propre langage. Oui. Le métier de parent, est-ce que, selon vous, c'est d'écouter le silence, les non-dits ? Je le dis parce que la mère et le père, parlant à l'unisson, c'est à la toute fin du livre, disent, avant son départ, donc avant le départ, parce que j'essaie de ne pas tout raconter, vous avez compris, pour que les gens lisent, qu'ils aient encore pas surprise. Oui. Mais avant son départ, avons-nous seulement écouté son silence ? Oui. En fait, les parents se rendent compte que la manière qu'avait Isor de leur donner quelque chose, c'était dans son silence. Et que eux, c'est un endroit dans lequel ils n'avaient pas cherché de preuves d'affection, de marques, d'un lien. Et en fait, c'est dans cet endroit-là qui est inattendu que Isor essayait de créer le lien en les invitant à un autre contact avec leur enfant qui était plus inattendu, le fait de ne pas parler. Mais voilà. Il y a aussi quelque chose autour de la confiance, oui. Peut-être un petit message aux parents en disant faites confiance à votre enfant, même s'il est un peu en dehors d'une norme, en dehors des conventions, puisqu'à la fin, ils disent aussi ses parents, nous percevons son calme, le calme d'Isor, et notre panique. Oui, il y a aussi une phrase qui est très importante, ils disent Isor nous apprend une nouvelle manière d'être une famille. Exactement, par le langage. Oui. Par le fait d'avoir trouvé un langage commun. Et disons, on a tous des modèles familiaux en tête. Et si ces modèles familiaux ne conviennent pas à notre famille et que ce n'est pas comme ça qu'on arrive à interagir les uns avec les autres, soyons créatifs et inventons d'autres formes de liens qui nous permettent de nous aimer, même si ce n'est pas conventionnel. Et maintenant le saurons-nous, écouter sa poésie, partager son souffle de joie, lire ses lettres comme autant de chances qu'elle nous offre pour trouver une nouvelle manière d'être une famille. Merci beaucoup, vous restez avec nous, on va continuer à parler de
d'enfance, d'adolescence, puis de colère aussi. On va le faire avec Candice Anzel. Merci beaucoup, chère Cécile. Candice Anzel, conseil de famille. Conseil de famille, c'est notre rendez-vous avec Candice Anzel. Candice, bonjour. Bonjour. Parentologie avec vous et aujourd'hui on parle colère. Vous êtes laissé inspirer par le titre du livre d'Alice Renard, La colère et l'envie. Peut-être qu'on fera l'envie une autre fois. Aujourd'hui, c'est la colère et on se sent parfois démuni face à la colère d'un enfant. On va voir comment reconnaître les différentes formes de colère, comment réagir quand la crise est là et décrypter ensemble les mécanismes et stratégies pour affronter ces fameuses tempêtes émotionnelles. Que celui qui n'a jamais eu envie de s'enfuir à Koh Samui parce qu'un enfant est en train de piquer une crise de colère en plein supermarché, lève la main. Alors, je me doutais bien que j'allais pas être la seule. En même temps, arrive ce genre de moment de solitude. Est-ce que la colère est une émotion comme les autres? Oui, c'est une émotion naturelle, légitime et utile, tout comme la joie, la tristesse ou la peur. On ressent tous finalement de la colère face à un manque de respect, face à un sentiment d'injustice ou même de frustration. Donc on l'identifie facilement chez l'enfant puisque elle s'accompagne, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais de décharges assez spectaculaires en général. Exactement. Alors ça s'accompagne aussi de symptômes physiques comme des rougeurs sur le haut du visage, le haut du corps, ou même des contractions musculaires. Voilà, exactement, des contractions musculaires, les poings serrés, les sourcils froncés. Et au niveau de la mâchoire, en général, on voit également que c'est bien tendu. Soupe à l'oignon et crouton dans Astérix en Espagne ou en Hispanie. Comment on accompagne alors cette crise de colère? Alors déjà, en restant calme, à l'écoute c'est et super facile, patient. votre truc. Exactement. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que dans ces moments-là, l'enfant, il a véritablement besoin de son parent. Donc si on lui dit arrête de crier en criant, c'est pas forcément. Oui, ça marche pas. C'est très contre-productif finalement, tout comme l'isoler, parce qu'à ce moment-là, l'enfant a vraiment besoin qu'on reconnaisse son émotion parce qu'elle est légitime. Donc on va finalement se dire que ce qui est problématique, c'est pas l'émotion en elle-même, mais le comportement qui va être lié à cette émotion qui peut être inadapté. Il y a différentes formes de colère, il est important d'arriver à les différencier pour apporter une réponse appropriée. Tout à fait. Alors si on s'appuie sur les travaux d'Isabelle Fioza, que je salue d'ailleurs, il y a 3 formes de colère différentes. Donc il y a une colère qui peut être liée à une réaction à la frustration. Donc c'est le cas de mon fils hier soir qui a piqué une crise parce qu'il voulait voir le match de foot et que évidemment j'ai dit non puisque demain il y a école. Comment évidemment j'ai dit non? Évidemment ça se termine à 23h. Et alors? Il a cours. Mais il s'appelle comment ce garçon? PSG, Sacha. Que je m'appelle Sacha, on le regardera ensemble. Bon, on fait quoi dans ce cas? Alors, ou même un enfant qui a envie de manger un chocolat par exemple à 19h juste avant de passer à table. Ouais. Pas possible. Ouais, non, alors, dans ce cas-là, on s'enferme dans la chambre et on va finir la tablette de chocolat tout seul en fait. C'est ça. Non, je plaisante. Ou pas. Non. Dans ce cas, on va poser en fait des mots sur l'émotion de l'enfant avec empathie. Je vois que tu es très en colère de ne pas manger ce chocolat et que tu en as très envie et que c'est très compliqué pour toi. Je comprends que ce soit frustrant pour toi d'attendre la fin du repas. D'autant qu'il n'y en aura peut-être plus. Vu que vous l'avez tout mangé. Voilà. Ça. En fait, en mettant des mots sur ce qu'il vit, on va lui permettre d'apprendre à reconnaître et écouter son émotion et donc à mieux réagir et adapter son comportement par rapport à ça. Alors, une astuce qui peut l'aider, c'est par exemple... s'il ressent de la colère, on va l'aider à l'exprimer. Alors, il peut l'écrire, il peut la dessiner et il peut même déchirer après en 1000 morceaux sa colère avec sa feuille de papier. Ok, donc ça c'est pour la colère liée à la frustration. Comment on reconnaît celle qui est liée à l'affirmation de soi et de ses propres limites? Alors c'est le cas par exemple d'un enfant qui se met en colère parce que son petit frère a piqué son jouet sans sa permission, ou même d'un enfant qui pique une crise parce qu'on l'a obligé, horrible parent que nous sommes, à mettre un manteau en plein mois de décembre quand il fait 4 degrés. Mais je sais, il veut sortir en slip. Évidemment, on cherche la colère. Donc là, cette colère, elle sert à s'affirmer et à rétablir l'intégrité de l'enfant, mais aussi à défendre ses valeurs et son territoire face à l'autre. En fait, c'est l'occasion finalement pour lui de proclamer réellement sa soif d'autonomie. Oui, je sais, c'est dur de les voir grandir. Oui, c'est pas agréable. Que peut-on proposer comme outil de régulation émotionnelle? Alors, on a plein de choses, notamment taper des pieds sur le sol, surtout si on déteste ses voisins, c'est pratique. Sauter comme une grenouille, faire de la danse de la colère sur la musique de Rocky, ça marche super bien. Froisser du papier, éclater du papier à bulles. Alors ça, c'est très satisfaisant. Même quand on n'est pas en colère, ceci dit. Ça, c'est très satisfaisant, comme diraient mes ados. Serrer très fort les poings et les desserrer tout doucement pour sentir chaque muscle en fait. Et on peut souffler pendant la détente et on peut le faire avec chaque partie du corps, ça marche vraiment très bien. Il n'y a pas le coussin de la colère, je sais pas quoi, alors on tape sur quelque chose. exactement, le coussin de la colère, mais alors on ne fait pas comme ça, on va taper exactement avec les 2 poings au même moment, vraiment pour décharger, et on peut même faire un cri pour vraiment lâcher toute la tension. On termine rapidement sur une autre forme de colère qui elle est plus en lien avec un trop plein de tension, mais elle est différente. Exactement, c'est pas une vraie colère parce que en fait ce qu'on appelle colère ici, c'est une manifestation d'un besoin de décharger
décharger tout le stress dans le corps. Donc c'est le cas d'un enfant qui a besoin d'évacuer son trop-plein d'émotions de la journée, qui pique une crise en fin de journée. D'accord, mais ça c'est pas le truc où on fait un grand moment de défoulement collectif. Exactement. On va utiliser donc toute la connexion et on peut faire par exemple une bataille de coussins, un touche-épaule en boxe, une bagarre de chatouille, de pouces. Alors, et on va faire justement pour la chimie un gros câlin, parce qu'avec le gros câlin, il y a une montée d'ocytocine et avec l'ocytocine, on va avoir un retour au calme au bout de 20 secondes seulement pour que ça inonde le cerveau et que ça fasse descendre le cortisol. Génial, merci. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour avoir des câlins le soir, je vous jure. Quand même, c'est dingue, vous en faites des efforts. Sinon, vous pouvez devenir écrivaine aussi, autrice, vous pouvez mettre des mots sur du papier. Alice, merci beaucoup de nous avoir accompagnés dans cette émission. La colère et l'envie, titre de ce très très beau roman, prix littéraire de la vocation 2023, publié chez Héloïse Dormesson. Merci à toutes les deux. Merci aussi pour le maquillage à Laure Audemont. Merci à Marine Plantaquet et Emma Frari en régie, à Maxence Mougin pour le son, à Xavier Sanchez pour la réalisation. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.